Éducation sexuelle, formation des policiers, soumission chimique et violence conjugale, mais aussi congé paternité ou menstruel. Ok. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saha, est venue chez Combini pour répondre aux questions de nos 3 invités et aussi aux vôtres. C'est clair. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Maïlène Chapiron, je suis artiste engagée dans la protection des enfants. Ça, c'est mon livre, Le Loup. C'est l'histoire d'une petite fille victime d'inceste et c'est aussi mon histoire. Avec ce livre, je vais dans les écoles, je vais faire de la prévention sur les violences sexuelles auprès des enfants. Depuis 2001, il y a une loi qui impose aux écoles 3 séances par an sur ces sujets. Sauf que dans la réalité, seulement 15% des élèves en bénéficient. Pourquoi ? C'est à moi de le faire, à mon initiative, pour tenter de combler ce manque et surtout, comment on contraint les établissements à respecter la loi, à faire ce qui est obligatoire. En effet, ça ne sert à rien de voter des lois si elles sont jamais appliquées. Alors, il n'y avait pas de programme jusqu'à présent. Okay. Ça, c'est important. Maintenant, il y a un programme. On attend la validation du programme. Et la dernière validation, le 5 décembre, au CSE. À partir de la rentrée 2025, la ministre de l'Éducation nationale, elle s'est engagée, et je me suis engagée aussi avec elle, à obliger les établissements à mettre en place ces 3 séances par an obligatoires à partir de 4 ans jusqu'au lycée. Et en effet, nous allons travailler avec les chefs d'établissement, notamment la ministre de l'Éducation nationale et tout le réseau des recteurs en France, pour évaluer et vérifier que ces séances elles soient bien mises en place. Et même si elles seront mises en place, je vous incite à continuer vos séances. Peut-être qu'avec vous, ils vont oser poser des questions qu'ils n'oseront pas poser peut-être avec leurs enseignants. Et donc, moi, je suis favorable à la multiplication et en fait au rassemblement des forces, avec des gens comme vous qui s'engagent. Mais pour cette question de la formation, ça va prendre du temps à mettre en place. Il y a un enfant qui est victime d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Donc là, par exemple, depuis que je vous parle, il y a 5 enfants qui ont été agressés. Combien de temps ça va vous prendre de mettre en place ces formations qui sont, je crois, la première chose dont les enseignants ont besoin. Vous avez raison, et c'est dramatique. Le sujet de la violence qui est faite aux enfants, c'est dramatique aujourd'hui. Mais tout ne repose pas sur les épaules des enseignants, c'est toute la société qui doit bouger. Et nous devons bouger également avec le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre, avec la justice. Donc, en effet, les enseignants, les acteurs sociaux, c'est un écosystème complet qui doit se mettre en place, et qui est déjà en place, mais qui doit être encore renforcé. Est-ce que vous avez déjà été victime de sexisme ? Eh bien, moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé dans des milieux très masculins. Et puis également dans le monde politique. C'est pas facile pour les femmes. Donc, parfois, quand vous parlez, vous avez l'impression de ne pas être écouté et même de ne pas exister dans la salle. J'ai un exemple précis lors d'une promotion que je devais avoir, que j'ai eu d'ailleurs, et qu'il a fallu négocier mon salaire. On m'a expliqué que je remplaçais un homme, mais que j'allais pas avoir le même salaire que la personne que j'allais remplacer, alors que je commençais à faire exactement la même mission. Là, j'ai expliqué que je travaillais pas à mi-temps, donc je voulais être payée à 100%, comme l'homme qui me précédait. Pour quand les congés liés aux menstruations difficiles ? Aujourd'hui, les entreprises qui ont mis en place, en fonction de leur convention, du règlement intérieur, des congés. Je pense que tout ne passe pas par la loi et ça peut passer par des règlements intérieurs, ce qui est le cas dans pas mal de structures. La durée du congé paternité sera-t-elle augmentée ? Pourquoi ne pas le rendre obligatoire ? Écoutez, moi je suis pas pour qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Quand il y a la possibilité de prendre un congé paternité, je pense que c'est le libre arbitre et le libre choix de la personne. 67% des hommes prennent le congé paternité. Mais moi j'incite les hommes à prendre leur congé paternité et à s'occuper de leur enfant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Valentin Gendreau, je suis journaliste indépendant et en 2020 j'ai publié un livre qui s'appelle Flic, qui est le récit d'une infiltration, de mon infiltration de 2 ans dans les rangs de la police nationale. La formation d'un policier contractuel, elle était à cette époque-là de 3 mois et la formation sur les violences conjugales n'a duré que 3 heures. La première heure, c'était le formateur qui nous expliquait comment est-ce que des couples peuvent en venir à des situations de violence conjugale. Les 2 dernières heures, on a vu ce film-là, Mon Roi, de Maïwen avec Vincent Cassel. Alors le film est bon, mais on n'est pas là pour parler de cinéma. On est simplement là pour savoir si vous, Madame la Ministre, vous estimez que cette formation-là, elle est suffisante et si vous estimez que on peut améliorer la situation. Je dirais qu'il y a eu un avant Grenelle et un après Grenelle. Il y a une mobilisation qui a été réalisée et en effet, ces formations qui ont été faites pour les policiers. Mais aujourd'hui, moi je m'engage avec le ministre de l'Intérieur à faire plus.
Non seulement on va faire plus de formations, mais on va les faire tout au long de la vie et de les adapter aux nouvelles violences. Par exemple, on va lancer un module spécifique aux questions de soumission chimique, cyberharcèlement. On s'adapte à la société. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les différends entre voisins, c'est la majorité des interventions pour les policiers. Ils sont souvent pas préparés à ça. Et c'est difficile pour eux d'arriver sur le terrain et de pouvoir évaluer la situation. Parce que vous avez des victimes qui ont peur, qui vivent parfois sous l'emprise. Et il y a aussi un relatif désintérêt pour les policiers. Concrètement, vous parlez de formation sans dire exactement en quoi elles vont consister, ces formations-là. Mais comment on fait pour inciter des policiers à s'emparer de ce sujet-là? Ce que vous dites est tout à fait juste. Il faut être préparé psychologiquement. Et donc l'accompagnement, il doit être fait pour les policiers en amont, pendant et après. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur. Et évidemment, on va évaluer ce qui a déjà été fait pour l'améliorer. L'idée, c'est que on soit formés au moins tous une fois, puis après, peut-être tous les 3 ans, que chaque policier ou gendarme soit formé régulièrement. Dans la lutte contre les violences conjugales, on parle souvent du modèle espagnol. Vous avez plus de 100 tribunaux qui sont entièrement dédiés à ça. Vous avez à Madrid, par exemple, plus de 300 policiers municipaux qui ne travaillent que sur ces violences conjugales. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inspire ? Peut-être qui vous fait rêver même? C'est un pays qui est inspirant sur ce sujet. Aujourd'hui, en France, dans les tribunaux, on a mis en place ce qu'on appelle des pôles vifs, consacrés aux violences intrafamiliales sur les tribunaux. Et d'ici fin 2025, dans toutes les juridictions, nous allons les développer. Il s'agit également d'une question de moyens. Là, sur le budget actuel, j'augmente de 50% l'aide universelle d'urgence. C'est quand vous êtes une femme, vous êtes victime de violences dans votre foyer, vous voulez partir, vous avez besoin de faire face tout de suite à des frais. Eh ben, il suffit d'aller au commissariat, déposer plainte, et avec la plainte, vous allez à la CAF, dans les 3 jours, on vous verse une indemnité. L'année dernière, 26 000 femmes ont pu bénéficier de cette enveloppe, avec un budget moyen de 800 €. Encore cette année, on double l'enveloppe universelle d'urgence. Avez-vous fait inscrire, enfin, la notion de consentement dans la définition pénale du viol? Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, en effet, d'améliorer la définition du viol dans le code pénal. Mais attention, c'est un sujet qui est compliqué, qui est sensible, donc ça demande un travail vraiment fin. Il faut faire très attention pour faire en sorte que ce soit bien dans l'intérêt de la victime. La rédaction de ce texte et la modification du code pénal, c'est quelque chose de sensible. Mais en tous les cas, on s'est engagé et on le fera. En 2012, vous avez dit qu'un ministère des droits des femmes était ridicule et pas moderne. Vous avez changé d'avis? Alors aujourd'hui, je suis secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque c'est beaucoup plus large que le droit. Il ne s'agit pas de juridique, il s'agit de l'égalité, il s'agit de lutter contre les stéréotypes, de faire en sorte que les femmes aient plus confiance en elles, qu'elles arrêtent l'autocensure pour certaines et qu'elles soient au devant de la scène comme elles le méritent. Et c'est la raison pour laquelle je m'exprime et que je suis là aujourd'hui devant vous, parce que plus on en parlera et plus on saura que l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien c'est un travail de société tous ensemble. Bonjour. Enchantée, Clara. Bonjour Clara. Ça, c'est un verre d'Ice Tea. Et c'est dans ce verre-là qu'un ami de longue date m'a drogué à mon insu une fois. Puis m'a ensuite violée dans mon sommeil quand j'avais 19 ans. Mon histoire, c'est celle de beaucoup d'autres. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est des moyens de protection comme les capotes de verre, mais qui restent à notre charge financière et mentale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour stopper ce fléau? Déjà, je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. En tous les cas, c'est courageux de venir en parler ici. Et en effet, la soumission chimique, ce qu'on appelle la soumission chimique et la drogue, c'est un véritable fléau et c'est un véritable fait de société. Ce qu'on compte faire, c'est que je lance aujourd'hui une campagne de communication dans toutes les pharmacies. Nous allons coller des stickers dans les plus de 20 000 pharmacies en France, avec un QR code, avec un numéro de téléphone, avec un site internet, pour appeler cette plateforme du CRAFS, je ne sais pas si vous la connaissez, C-R-A-F-S. C'est une plateforme qui vous permet de vous orienter, de vous écouter et de vous dire ce qu'il faut faire. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire quand on a été drogué à son insu et qu'on se rend compte, est-ce qu'il faut se laver les cheveux? Est-ce qu'il faut garder ses vêtements? Est-ce qu'il faut faire un test d'urine? Une prise de sang? Par ailleurs, le Premier ministre a confié une mission parlementaire à la députée Sandrine Josso sur les questions de soumission chimique. Nous attendons ses recommandations. Il lui a demandé pour le début mai les recommandations pour faire en sorte de travailler et de prendre des mesures et peut-être une loi sur ces sujets de soumission chimique et comment combattre ce fléau. J'aimerais vous dire que de mon expérience,
Le problème ne se situe pas que dans le premier accompagnement. Moi, en l'occurrence, j'ai porté plainte, donc j'ai été aux UMJ, j'ai été très bien reçue et très bien dépistée. Et pourtant, malgré les séquelles gynécologiques, l'expertise toxicologique qui prouve donc la soumission chimique, et puis des aveux de mon violeur, il a été acquitté en cour d'assises. Donc moi, aujourd'hui, j'obtiendrai jamais justice. Et ma seule chance d'être reconnue comme victime, là actuellement, c'est auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rendra d'ailleurs sa décision là dans les prochaines semaines. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui attend les victimes qui font appel à la justice en 2024 ? Je ne me prononcerai pas du tout sur votre cas puisque je n'ai pas du tout les éléments. Vraiment, ce que je vous souhaite, c'est que la Cour européenne de justice tranche comme vous le souhaitiez. On voit ce qui se passe dans les tribunaux et à titre personnel, moi j'accompagne des victimes depuis 2 ans lors des procès et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bien sûr il y a les faits et bien sûr que la justice doit être impartiale et donc son objectif n'est pas de brosser les victimes dans le sens du poil, mais néanmoins on retrouve à chaque fois des propos des avocats de la défense qui s'apparentent à de la victimisation secondaire et les avocats n'ont pas le droit de nous traiter comme ils le font, quand bien même ils défendent leurs clients. Comment c'est possible que, à ce point-là, la Convention d'Istanbul ne soit pas respectée ? Je parle évidemment pas seulement du procès de Gisèle Pelicot, mais comme c'est celui qui est le plus médiatisé actuellement, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Des propos sexistes, du renversement en fait de la responsabilité dans ce qu'elle a subi. J'ai conscience que c'est difficile pour une femme qui porte plainte d'aller au tribunal et de faire face déjà à son agresseur. C'est la raison pour laquelle les avocats nous ont demandé, j'ai eu un rendez-vous avec le barreau des avocats, que nous mettions en place, et c'est ce que nous allons faire, des formations communes entre les avocats et les forces de l'ordre et les magistrats, pour faire en sorte d'accompagner encore mieux les victimes. Ça restera difficile, mais j'incite quand même les femmes à porter plainte, et je crois en la justice de notre pays. Il faut y aller, et plus les femmes iront, et moins les agresseurs se sentiront confortables, en effet, et leurs avocats peut-être changeront un peu de ton face aux victimes. Vous dites croire en la justice de notre pays, on parle évidemment de violences sexuelles spécifiquement. Comment vous expliquez alors qu'il y a 94% des plaintes qui soient classées sans suite ? Alors, les plaintes qui sont classées sans suite, en effet, aujourd'hui, il y a à peu près 7 plaintes sur 10 pour ces cas-là qui sont classées sans suite. Et souvent, le sujet, c'est manque de preuves, manque de suffisamment de preuves. Une femme qui est victime de violence peut s'adresser au réseau de maisons des femmes. Il y a plus de 75 maisons des femmes adossées à des établissements de santé et surtout des experts de la justice, de la police, de la santé, et qui permettent ce recueil de preuves pour faire en sorte que le dossier soit bien monté. C'est là qu'il faut aller, c'est là que vous aurez le meilleur accompagnement, et c'est là qu'on vous aidera à monter des dossiers pour que vos dossiers aboutissent et qu'il n'y ait plus de classement sans suite. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.